toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous allons démarrer le quatrième panel de cet événement, de cette première journée de CIMO. Nous prions tous ceux qui sont dans la salle, s'il vous plaît, de bien vouloir vous asseoir. On démarre maintenant la session de cet après-midi. Eh bien, pour le prochain panel, mesdames et messieurs, nous aurons pour thème développeurs, promoteurs immobiliers. Quelles caractéristiques et enjeux durables pour l'accélération de la production et le financement de l'ensemble des classes d'actifs. Eh bien, pour ce panel, nous aurons comme modérateur M. Kassoum Kodan Koulibaly. Il est le directeur général de Kodan. En l'ovation de très fort, s'il est là, M. Kassoum Kodan. Il n'est pas là. Il est là. D'accord. Ok, d'accord. Monsieur Kodan, venez s'il vous plaît. Déjà, venez prendre place. Merci infiniment. Là. Merci. Nous avons également 3 panélistes de qualité qui vont meubler ce panel. Nous avons dans un premier temps M. Thomas Flavien, directeur général de PFO Immobilier. En l'ovation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ensuite, M. Patrick Sebatigita, directeur général d'Interbat. Merci. Et enfin, pour rendre ce panel complet, nous avons M. Pierre-Michel Gosset, directeur de l'investissement à Kaidan Group. Voilà, merci infiniment. Un panel de qualité pour un thème tout aussi intéressant. Monsieur Kassoum Kodan Koulibaly, cher modérateur, vous avez la parole. Allô? Bien. Très bien. Merci MC. Donc, par rapport à ce panel, j'ai l'honneur de modérer les échanges entre les acteurs, des grands acteurs du développement immobilier sur la place en Côte d'Ivoire. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, par rapport au thème, en termes d'introduction, ce que nous pouvons dire, effectivement, tous les observateurs avertis de la scène ivoirienne au sortir des indépendances et jusqu'à la fin des années 80, la Côte d'Ivoire était la figure de proue en matière de modèle de développement. On a vu sortir ici et là des projets d'infrastructure et d'équipement sur quasiment toute l'étendue du territoire, des routes, des usines, des écoles, des centres de santé, des hôtels ont fleuri un peu partout. Des sociétés d'aménagement et des sociétés de promotion immobilière de construction parapublique ont développé des programmes immobiliers dans le social, l'économique et le standing qui continuent encore aujourd'hui de faire la fierté des Ivoiriens. Nous pouvons citer, sans toute autre forme de publicité, les sociétés telles que la SICOGI, la Defense SICOGI, la SOGEFIA, etc., ont beaucoup œuvré pour la réalisation de programmes immobiliers en Côte d'Ivoire. Et donc, ce fut l'époque d'un développement urbain maîtrisé et contrôlé, respectueux des schémas directeurs urbains et des plans d'urbanisme locaux. On peut donc dire à cette époque-là que Abidjan était beau, Abidjan respirait et on pouvait rallier le plateau en moins de 45 minutes, quelle que soit la commune où nous habitions. C'était donc la belle époque et Abidjan était à juste titre dénommé la perle des lagunes. Puis survient la longue parenthèse des crises successives que la Côte d'Ivoire a malheureusement connue, qui a fait quelque peu dérailler le système. Il s'en est suivi un mouvement de population et une forte pression sur Abidjan particulièrement, ce qui a eu pour conséquence de faire sauter tous les paradigmes en termes donc de politique d'urbanisation de grandes métropoles. Aujourd'hui, sur l'Abidjan, sur l'habitat, sur le pôle habitat, Abidjan connaît un déficit cumulé
de plus de 500 000 logements, on va dire entre 500 et 800 000 logements selon les sources, avec une demande non satisfaite annuelle qui se situe entre 40 et 50 000 logements pour une offre qui peine à dépasser les 5 000 logements à l'année sur le social. Sur les actifs tels que les bureaux, les hôtels, les commerces, malgré les efforts de certains investisseurs privés dans ces domaines, Abidjan connaît un déficit en nombre de lits et d'hôtels conformes aux standards internationaux, digne de son positionnement de pôle régional de développement. Enfin, sur l'immobilier logistique, en termes de demandes placées, nous n'avons que 50 000 mètres carrés aujourd'hui, selon nos statistiques, soit à peine 20% de la demande totale en aire de stockage. Donc, c'est donc dire qu'il y a effectivement beaucoup à faire sur l'ensemble de ces classes d'actifs. Et donc, en termes de problématiques, quelles sont donc les stratégies et mécanismes à mettre en place pour combler cette demande qui est manifeste sur l'ensemble des classes d'actifs en Côte d'Ivoire? Donc, pour parler de ce thème, comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'honneur de partager l'expérience de grands acteurs et des grandes lumières dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais donc rapidement présenter les panélistes. Monsieur Pierre-Michel Gosset, qui est le directeur, qui est tout à fait à ma gauche, qui est le directeur des investissements chez Keidan, qui est diplômé ESCP de Paris, avec une forte expérience dans le montage et la structuration des projets complexes acquises à l'extérieur du pays, particulièrement en France et en Côte d'Ivoire. Ensuite, je voudrais présenter rapidement M. Patrick Sebatigita, CEO aujourd'hui d'Interbat, un des promoteurs qui accompagne l'événement. Ingénieur génie civil, diplômé École des mines de Douai en France, qui a, lui, une grande expérience en maîtrise d'ouvrage bâtiment et également dans l'expertise en évaluation immobilière. Je rappelle que M. Patrick Sebatigita est membre fondateur et vice-président de l'Ordre, a été membre fondateur et vice-président de l'Ordre des experts immobiliers du Rwanda. Et enfin, notre ami Thomas Flavien, qui est notre hôte, qui est donc l'administrateur, le patron de PFO Immobilier, donc qui abrite cet événement. Nous sommes dans ses locaux. Administrateur général de PFO Immobilier, diplômé École centrale de Nantes, forte expérience en matière de développement de projets immobiliers et également qui a une très bonne connaissance du marché ivoirien puisqu'il opère sur ce marché depuis une dizaine d'années. Donc, mesdames et messieurs, voici les panélistes. Je vais leur passer, chacun va se présenter encore davantage pour vous permettre de mieux les connaître et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci. Alors, on va commencer par ma gauche, par Pierre, hein, on va se tutoyer, par Pierre-Michel Gosset. Bonjour, merci Kassou. Avant tout propos, je voulais corriger dans votre présentation. Vous avez dit que je suis directeur des investissements du groupe Keidan. C'est en partie vrai. Je suis en réalité directeur du développement et des investissements. Dans le panel qui nous a précédé ce matin, j'avais mon directeur général et il a expliqué un peu comment nous sommes passés de société d'investissement à société de développement. Donc, pendant un moment donné, j'ai joué le rôle de directeur d'investissement, comme dans un fonds d'investissement. Mais comme nous sommes devenus une société de développement immobilier, j'ai eu la charge ou la responsabilité de gérer le pôle de développement de Keidan. Donc, désormais, j'ai les deux casquettes. J'occupe le poste de directeur du développement et des investissements. Je voulais apporter cette petite précision-là. Merci pour la précision. Alors, Keidan,
n'est plus vraiment à présenter. Nous sommes l'un des principaux promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire. Le groupe a l'avantage d'avoir 2 pôles d'activité. Nous sommes aussi présents dans les télécoms. On n'est pas très connus dans les télécoms parce que c'est une activité que nous menons B2B, alors que dans la promotion, nous sommes promoteurs, donc on a accès au grand public, donc on est plus connus pour notre activité de promoteur. Mais sinon, nous aidons le Orange et MTN à déployer la fibre optique en Côte d'Ivoire. Nous sommes concepteurs et vendeurs de NRO Shelter Télécom à travers une filiale qu'on a en JV avec un industriel français qui s'appelle Groslo. Donc on n'est pas très connu sur ce volet-là, comme je vous l'ai dit, parce qu'on ne communique pas beaucoup dessus, parce que nous sommes directement en affaire avec des opérateurs pour qui nous fournissons ces services-là. Donc voilà comment je pourrais présenter l'activité du groupe Keidan. Merci Pierre-Michel. Donc tu peux passer le micro, voilà. Voilà. Alors moi c'est Patrick Sebati Guita, pas Gita, pour la petite correction. Donc, je pilote actuellement Interbats, qui est une société de développement immobilier qui existe depuis 24 ans. Beaucoup connaissent les cités des arcades à Abidjan. Nous avons été à l'origine des arcades, mais nous couvrons, je dirais, tous les segments de l'immobilier résidentiel. On ne fait pas d'autres types d'immobilier. Nous sommes spécialisés dans le résidentiel. Du haut standing au moyen standing jusqu'au social économique, qui a beaucoup occupé les débats ce matin. C'est une société qui a évolué d'un groupe familial et qui a été rachetée l'année passée par HC Capital Properties, qui est un fonds d'investissement, dans le souci de professionnaliser un peu l'offre et de pouvoir augmenter également la capacité de production de ce véhicule-là, qui est un véhicule qui est bien perçu dans le marché d'Abidjan. Donc, nous sommes en plein changement, je dirais, structurel et économique. Voilà en gros ce que Interbat représente. Merci, Patrick. Sebati Guita, voilà, j'y arrive. Donc, Thomas. Bonjour à tous. Merci Kassoum pour cette introduction. Pour présenter PFE Immobilier, c'est une foncière. Je ne suis pas sûr que la voix ne marche pas. Voilà, c'est bon maintenant. PFE Immobilier, c'est une foncière, c'est-à-dire que nous développons et gérons un portefeuille d'actifs immobiliers que l'on possède, donc en pleine propriété. PFE Immobilier est une société récente qui a été créée il y a 3 ans et qui est rattachée au groupe PFO Africa, qui est un groupe de BTP qui œuvre beaucoup en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et c'était la volonté de créer un outil patrimonial avant tout, mais professionnel, avec des compétences en interne professionnelles pour développer un portefeuille d'actifs multisectoriels. Et aujourd'hui, on peut compter des actifs comme celui-ci, qui est à la fois mixed-use, retail, bureau, plus quelques services. On opère également, on a une classe d'actifs résidentiels. On est en train de développer des actifs logistiques dans des parcs industriels. Et puis, on cherche encore à se diversifier sur d'autres secteurs comme l'éducation et le médical. Donc voilà, on a la mission de développer notre portefeuille, soit à partir de nouveaux projets, Greenfield, qui est notre principal axe de développement aujourd'hui, soit par le rachat d'actifs également existants. Donc, on regarde des actifs qui sont souvent, qui nécessitent des restructurations, mais qui du coup peuvent rentrer en exploitation beaucoup plus rapidement, comparé à un projet où on part d'une page blanche.
Et puis le dernier axe de développement, c'est accompagner des opérateurs économiques qui ne souhaitent plus porter leur portefeuille d'actifs et consacrer l'ensemble de leurs investissements à leur activité, à leur exploitation. Et on est capable de faire du build to suite et de développer des actifs immobiliers pour qu'ils puissent exercer leur activité, que ce soit du bureau, de l'entrepôt, du résidentiel, jusqu'à de l'industriel ou du médical aussi. Et donc, du coup, de porter l'actif pour eux, le développer, et évidemment, en contrepartie d'un engagement de leur part sur quelques années. Donc, voilà nos principaux axes de développement et les classes d'actifs sur lesquelles on œuvre. Très bien, merci pour ces différentes présentations. Alors, je pense qu'il est clair pour tout le monde que la problématique en Côte d'Ivoire reste quand même très forte sur le segment de l'habitat. Le segment de l'habitat, tant et si bien qu'on parle de boom immobilier en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, il y a des entrepreneurs au sens noble du terme qui rentrent dans ce secteur. Il y a aussi beaucoup d'opportunistes qui arrivent, si bien qu'aujourd'hui, on assiste à un taux de mortalité qui est assez élevé dans le secteur, sur le segment des promoteurs immobiliers, de la promotion immobilière. Je veux dire par là, beaucoup de promotions n'arrivent pas à leur thème. Donc, il y a très peu de programmes qui sont achevés dans les délais, qui sont livrés conformément au cahier des charges. Donc, la question qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander, en tout cas pour ceux qui sont et même à Thomas également, qu'est-ce qu'il faut pour rendre ce secteur qui est très important pour la Côte d'Ivoire, pour pouvoir combler ce secteur-là, qu'est-ce qu'il faut pour le rendre viable aujourd'hui? Donc, je vais commencer par Pierre-Michel. Merci, Kassoum. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, la demande est très forte depuis de longues années sur le secteur de l'habitat. Malheureusement, la production, donc l'offre, ne suit pas cette demande. Donc, on peut à juste titre se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, je dirais tous les acteurs ont leur part de responsabilité dans cet échec-là que j'estime à minima être collectif. Quand on regarde la chaîne de production, le premier élément, c'est le foncier. Il y a une dizaine d'années, on a tous applaudi l'État ivoirien pour avoir innové en créant l'ACD, qui, comme son acronyme le dit, est un arrêté de concession définitive. On a salué cet élan-là parce que ça nous permettait, à un moment donné, d'éviter tous les conflits juridiques qu'on pouvait avoir au moment où nous lancions nos promotions. Malheureusement, je le dis, malheureusement, bien que toutes les dispositions aient été prises, aujourd'hui, on se retrouve, bien qu'ayant des ACD sur des projets que nous originons, on se retrouve parfois dans des conflits juridiques où la chambre haute de la Cour suprême arrive à annuler les ACD. Donc, on est c'est une hérésie de notre système. Et il faut qu'on adresse cela. On crée un arrêté de concession définitive, mais qui en réalité n'est pas définitif parce qu'il y a un organe au-dessus qui vous dit que, bon, à un moment donné, les conditions de la mise en place de cet ACD-là n'ont pas respecté un certain nombre de règles, et donc on vous l'annule. On en a payé les frais, nous Keidan, et je peux vous dire, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. On a impliqué des banques sur certains de nos projets. On a eu malheureusement comme ça un projet à Bingerville, un projet d'une vingtaine d'hectares, sur lequel on avait la personne, c'était une assurance d'ailleurs, donc un institutionnel qui nous a donné un foncier sur lequel il détenait un ACD. On a eu des parties qui ont attaqué l'ACD et l'ACD a été cassé, alors qu'on avait déjà mobilisé les fonds pour étudier le projet, pour lancer le projet. Donc, c'est ensemble, on va aider l'administration. Moi, je pense qu'à un moment donné, plutôt que de laisser
une entité administrative a arbitré plus tard les litiges de l'ACD, il aurait fallu peut-être que dans le processus de délivrance, cette entité-là ait été consultée en amont. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le ministère de la Construction, dans la procédure d'ACD, d'intégrer le Conseil suprême qui a le droit ou le devoir d'annuler ou de confirmer un ACD quand il est fait. Donc voilà quelques éléments. Là, j'ai parlé du foncier. Donc c'est l'élément de base. Mais sur la chaîne de valeur, il y a d'autres éléments. La production de biens immobiliers. D'abord, il y a la construction. La construction du bien en lui-même. Il faut avoir des ouvriers et des maçons qualifiés pour pouvoir réaliser selon le planning et dans les prescriptions de qualité qui ont été faites. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, et ça doit être pareil un peu autour de nous, les métiers de la construction sont très peu valorisés socialement. On devient maçon parce qu'on a été rejeté du système éducatif ou à un moment donné, on a été planté, on ne sait plus quoi faire. Donc on est maçon les 2 ou 3 semaines pour pouvoir arrondir ou régler ses charges de fin de mois. Mais une fois que c'est réglé, on passe à autre chose. Donc, on ne professionnalise pas ces métiers-là. J'ai dit le maçon, mais c'est pareil. On a très peu de caroleurs ou de plombiers qui prennent au sérieux leur métier, alors que c'est des métiers qui peuvent les faire vivre convenablement. On peut devenir entrepreneur en pose de carrelage, bien faire son travail, et pouvoir constituer un empire comme le font les autres ailleurs. C'est pareil pour le maçon. On peut être entrepreneur en maçonnerie, pouvoir embaucher d'autres maçons auxquels on aura la charge d'apprendre le métier. Donc, il y a cette partie-là des éléments qu'on néglige, mais ça a un coût pour tout l'écosystème, hein. Le promoteur qui s'engage donc avec des ouvriers comme ça, très peu qualifiés ou qui sont très désintéressés de ce qu'ils font au quotidien, la résultante pour lui, c'est des défauts au moment de la livraison du bien. Et le défaut au moment de la livraison du bien, ça a un coût qu'on peut estimer de l'ordre de 10 à 15% du coût du bien. Sachant que sur une promotion, la marge brute espérée du promoteur est entre 20 et 30% quand la promotion est réussie. Donc vous voyez tout de suite que quelque chose dont on ne parle pas énormément dans nos débats, mais ça peut être la clé pour résoudre une partie de nos problèmes. Donc sur la production, les ouvriers restent une difficulté. On a aujourd'hui, autant les institutionnels nous demandent d'avoir des professionnels du secteur, donc des promoteurs qui connaissent leur métier, qui ont l'expertise des projets qu'ils leur présentent, autant nous, les promoteurs, nous sommes demandeurs d'ouvriers qualifiés et qui savent réellement faire ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Ça, c'est un premier élément. On souffre également, nous, promoteurs, et on l'a beaucoup senti ces 2 dernières années-là, du fait que la majorité des consommables, 70% des produits que nous consommons dans la construction, sont des produits importés. Donc, on a un gros surcoût qu'on ne maîtrise pas, qui vient parce que, voilà, c'est des produits qu'on commande de l'extérieur. Déjà, il faut être outillé pour pouvoir commander dans le temps, pour ne pas avoir un défaut dans le planning, parce qu'il y a eu des périodes chaudes où pour sortir un conteneur de la Chine ou de la Turquie, il fallait attendre 3 mois, là où d'habitude on est sur 1 mois ou 2 mois. Ça s'est empiré avec les crises que nous avons connues. Le coût du conteneur a été multiplié par 4, 5. Donc c'est des choses que nous, promoteurs, pour pouvoir exister, nous étions obligés de refléter ou de réajuster dans le prix de sortie du bien. Alors qu'on est déjà sur un marché en souffrance, comme on le dit, 80% de notre demande locale, là, elle est sociale.
Donc, quand on rajoute 500 000 ou 1 million sur le prix d'une maison, c'est des familles qu'on éloigne de l'espoir d'être propriétaire un jour. Et donc, voilà un peu lister quelques problèmes que nous pouvons adresser. Donc, il faut à un moment donné qu'avec nos dirigeants, nous réfléchissions à comment industrialiser localement une partie des matériaux que nous consommons dans nos projets de construction. On est très à l'aise aujourd'hui sur tout ce qui est gros œuvre parce qu'on a du ciment localement. On a la chance d'avoir des entreprises qui nous produisent le fer. Parce que le gros œuvre, c'est ça. Hein, c'est du ciment, du fer et du gravier. On a la chance, la Côte d'Ivoire, géologiquement, un peu pourvue en gravier, surtout dans les alentours d'Abidjan. Il faut aller à Tingué ou à Azaguié. On arrive rapidement à avoir du gravier. Donc, sur le gros œuvre, on n'a pas de problème. Par contre, sur le second œuvre, qui lui représente à peu près entre 50 et 60% du coût du projet, on est très dépendant de l'extérieur et parfois c'est ce qui crispe les prix de sortie que nous avons sur nos projets. Le troisième point, ça serait la problématique de financement. Ce matin, les panélistes de haut vol que nous avons eus ont adressé ces points-là. Si je dois les résumer, effectivement, on a des banques commerciales qui, pendant des années, et le directeur de la BNI l'a dit, ont souffert du fait qu'elles ont eu dans leur portefeuille de nombreux crédits immobiliers à des promoteurs qui ont été des crédits passants. Et donc, c'est une lutte en difficulté pour les banques qui, à un moment donné, ont dû se dire on arrête de se financer de ce pan d'activité-là parce que nous ne comprenons pas bien pourquoi est-ce que sur le volume de crédit qu'on a donné, 80 à 90% nous sont revenus comme des crédits qui n'étaient pas sains. Donc, ils sont en train, à leur niveau, de trouver des solutions. Il a évoqué qu'on a été partenaire, on est partenaire sur un projet que nous lançons. On a essayé de faire quelque chose d'innovant. Ils vont nous financer sur ce projet-là en totalité sur notre coût de construction. Mais sachez que, comme je le disais, le financement bancaire, en tant que promoteur en Côte d'Ivoire, j'estime que c'est l'un des produits les plus chers. C'est très cher parce que on sort à 8%, je crois, hors taxe. Quand on finit, on est à 9%. C'est des choses que nous devons porter sur 2-3 ans quand on est assez performant. Et donc, il faut faire les mathématiques. Hein. 9 fois 3, on est à quoi 27. Donc, on se retrouve à payer énormément de charges, ce qui se reporte sur le prix des biens que nous proposons, ou ce qui nous oblige dans nos stratégies à rester sur des segments de produits pour lesquels les clients sont très peu sensibles à une évolution de 3 ou 4%, ce qu'on retrouve dans le coût du financement. Donc, un des sujets qui a été évoqué également, c'était qu'on puisse évoquer l'optique de la pierre-papier, parce que l'immobilier est très capitalistique. L'idée était que plutôt qu'on oblige des individus à acquérir des biens en déboursant 40, 60, 100 millions, voire 200 millions pour certains, qu'on puisse débloquer une partie de l'épargne pour qu'ensemble nous puissions financer des projets. Je m'explique. Je peux avoir une épargne disponible aujourd'hui de 2 ou 3 millions. Au mieux, ça me permet d'acheter un terrain avec un villageois à Anyama ou derrière Dabou. Dans le développement actuel d'Abidjan, c'est vrai que la ville se développe assez rapidement, mais j'estime que le retour sur investissement d'un investissement à Dabou derrière Azaguié, ça peut être très long. Donc l'idée est qu'on puisse libérer donc oui, Pierre, cette épargne. Pierre-Michel, oui. Donc si tu permets, on va arriver à ces points. Okay. Là, on me signale qu'on n'a que 25 minutes encore.
Donc, je vais... Désolé, Oui, je vois que tu es vraiment passionné. Ouais. Donc, on va permettre aux autres panélistes de s'exprimer. On va revenir en détail sur ces points. En tout cas, merci pour... Je peux oublier. Non, je vois la passion avec laquelle tu débats de ces sujets pour pouvoir laisser aussi à l'assistance l'opportunité de pouvoir te relancer sur certains points extrêmement intéressants, notamment la question de la formation des sous-traitants, voilà, qui est une grosse problématique qui entraîne des coûts cachés et qui crée une inflation sur le coût de revient du projet. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je pense que certains vont réagir là-dessus et ça peut ouvrir des pistes en termes de métier pour certains ici. Donc, je vais demander à mon ami Patrick, voilà, de nous partager son expérience et également de nous expliquer. C'est vrai qu'il a l'expérience du Rwanda, justement, ça tombe très bien. Voilà, pour ce qu'on voit à la télé, en tout cas, moi, je ne suis jamais allé au Rwanda, mais pour ce qu'on voit, en tout cas, c'est un modèle de développement urbain réussi. Mais ici, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce secteur, mais qui n'arrivent pas. Donc, justement, de ta position, de quelqu'un qui connaît ces deux marchés-là, OK, qu'est-ce qui, selon toi, des professionnels ici, peut expliquer qu'ici, on a un taux de défaillance et de non-performance sur les programmes immobiliers? Merci. Alors, moi, je pense que chaque marché a ses caractéristiques. Je pense que malgré le fait qu'on soit dans la zone subsaharienne, le marché de la Côte d'Ivoire sera toujours différent du marché du Sénégal, du Nigeria, du Rwanda. Je pense que, en restant dans le thème de ce panel, les enjeux pour accélérer la production et le financement des projets, en tout cas pour le cas de la Côte d'Ivoire, je résumerai, je dirais, à deux éléments principaux. Si on parle de durable, je l'entends de deux manières. Il y a deux significations à durable. Quelque chose de pérenne, donc quelque chose qui nous permet de durer dans le temps, mais aussi quelque chose qui va protéger la planète. Donc c'est un thème qui de plus en plus revient sur la table. Et dans toutes les problématiques sur lesquelles on doit réfléchir, l'aspect environnemental va avoir un impact. Et je pense que ça va avoir un impact dans le sens que, in fine, le coût de l'immobilier va baisser, aussi bien pour les acquéreurs que pour les gestionnaires d'actifs. Donc, sur ces problématiques-là, je pense qu'il y a énormément d'éléments qui contribuent à freiner la progression de l'immobilier. Tout à l'heure, ce matin, on a parlé de réglementation. Donc, si je fais l'analogie au Rwanda, par exemple, c'est un pays qui a beaucoup travaillé sur la réglementation. Donc, on ne va pas rencontrer les problèmes d'ACD qu'on rencontre ici, etc. Mais c'est dans un certain contexte particulier qu'on ne peut pas vraiment comparer à la Côte d'Ivoire, qui a une législation villageoise qui a été héritée de la structure même de la société en Côte d'Ivoire. Donc, je dirais, si on agit sur ces éléments-là, bien sûr, ça va déverrouiller certains verrous qu'on rencontre, comme disait mon collègue ici. Alors, comment est-ce qu'on peut accélérer autrement? On ne va pas revenir sur les sujets de réglementation et de financement qu'on a évoqués ce matin. Mais moi, pour accélérer la production, je dirais, l'élément majeur qui me vient à l'esprit, c'est la chaîne de valeur. C'est-à-dire la chaîne de valeur, pour l'instant, la plupart des promoteurs de notre taille, je pense qu'on est sur des promotions entre 50 et 150 unités, voire 200 unités, le programme. Et souvent, on a peut-être 4-5 programmes. Donc, on est autour de peut-être une offre sur 3 ans de 1000 logements. Comment maintenant augmenter la cadence? En réalité, il nous faut des partenaires sur la chaîne de valeur. Au niveau de la production des matériaux, donc, il a évoqué certains acteurs en Côte d'Ivoire sont clairement établis et font des investissements.
cohérent, où on peut maintenant envisager de partir sur une autre échelle. Le problème de la main-d'œuvre qui occupe, je pense, la plupart des promoteurs est un problème clairement sérieux qui demande à ce que nous nous organisions soit déjà en interne, mais également avec les pouvoirs publics pour organiser la formation professionnelle. Donc, si la chaîne de valeur suit, bien sûr, il y aura beaucoup plus d'appétit. Au niveau de l'importation, effectivement, il y a des acteurs qui commencent à réfléchir sur la transformation de certains matériaux en finition. Je parle des portes, par exemple. Il y a un certain nombre d'alternatives qui commencent à naître en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, ces mêmes acteurs de la chaîne de valeur qu'on cherche à agréger pour nous faire des développements, ils sont confrontés à deux problèmes. Si nous, on doit tirer la chaîne de valeur vers le haut par nos investissements, le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est vraiment comment financer nos développements, nos projets. Et là, on est confronté à un des problèmes majeurs qui a été évoqué ce matin, qui est comment réduire le risque commercial par le financement des acquéreurs. Parce que je pense que effectivement, la majorité des gens financent cash. Il y a très peu de crédits hypothécaires dans le secteur bancaire ici en Côte d'Ivoire. Donc, pour qu'on arrive à trouver des formules de financement d'acquéreurs, en réalité, va nous permettre, nous, promoteurs, d'aller de l'avant et de passer maintenant de 150 logements annuels à 1000. Mais parce qu'on est assuré que derrière, les formules de financement, que ce soit la banque commerciale, que ce soit les autres formules alternatives dont on a parlé ce matin, la location-vente, etc., vont pouvoir maintenant nous créer l'opportunité d'investir. Et si on est dérisqué sur cet aspect-là, effectivement, toute la chaîne de valeur va suivre. Et c'est là où maintenant, on commence à parler sérieusement d'un secteur immobilier, de boom de l'immobilier. Et ça ouvre aussi la voie à d'autres produits financiers derrière qui peuvent vraiment créer une plateforme assez dynamique et intéressante sur la Côte d'Ivoire. Mais je dirais, en résumé, essayons de financer les acquéreurs et essayons de se concentrer sur la chaîne de valeur. Je pense que le foncier, il y a du travail qui est en train d'être fait par l'État, qui est assez intéressant, avec le SICFU, avec pas mal de réglementations. Et après, je pense qu'on peut commencer à accélérer la production de manière durable. Merci. Donc Thomas, moi je voudrais appeler ici votre expérience en tant que PFO immobilier sur les actifs tels que les bureaux, les commerces. L'expérience de ITC reste quand même, je pense, je peux me tromper, une expérience assez originale ici en Côte d'Ivoire sur ces dernières années. Être capable de sortir un centre qui combine et les bureaux et qui devienne un lieu de vie carrément et qui soit un success story vu les taux d'occupation que vous avez. D'ailleurs, l'année dernière, on avait la problématique de la disponibilité de la data, parce que j'imagine que c'est un gros défi. Est-ce que c'est un pari que vous avez pris sur l'avenir en disant, ben, on a le flair qu'il y a un besoin, c'est un segment qui n'est pas occupé, ou vous avez mené des études, vous avez eu à disposition des données qui vous ont permis d'être original sur ce segment-là. Je te relance également sur la partie immobilier logistique, où on sait effectivement qu'il y a un fort besoin. Même malheureusement, l'offre n'arrive pas à suivre. Donc, quelle est la stratégie que justement ton groupe suit pour se positionner sur ces segments-là qui restent quand même très porteurs quand on sait qu'aujourd'hui, l'offre de bureaux et sur l'immobilier logistique
présentent des rendements assez élevés qu'on n'a même pas sur le résidentiel. Mais malgré cela, on a très peu de promoteurs qui se lancent sur ces différents marchés. Alors, merci. On retrouve à peu près les mêmes difficultés, effectivement, que Pierre-Michel ou Patrick, mais effectivement, nous, avec notre logique de foncière et de détention long terme des actifs, on ne cherche pas du tout les mêmes mécaniques de financement nous, on va chercher à se financer sur des très longs termes, parce que notre portefeuille, on le détient, et vous imaginez bien que des actifs de cette taille-là ne s'amortissent pas en quelques années. Et donc on retrouve aussi, nous, ces problématiques de financement, parce qu'aujourd'hui, les banques commerciales privées ne sont pas capables de proposer des maturités de 7, 8 ans. Et avec toute la chance du monde et en étant un acteur reconnu, on va réussir à avoir un différé et à monter à 9 ans. Mais du coup, ce qui est très difficile et qui ne correspond pas au rythme d'amortissement de ces actifs ou au rythme de vie d'un actif immobilier. Donc, c'est effectivement un point très compliqué, au-delà même du coût, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc nous, c'est notre challenge au quotidien de trouver des mécanismes, d'autres pistes de financement pour aller au-delà et à des maturités plus longues. Pour revenir sur le principe de data, comment on en est venu à faire l'ITC, effectivement, on s'est posé quand même beaucoup de questions, d'interrogations, on s'est beaucoup remis en question. On a mis beaucoup de temps à sortir l'ITC parce que c'est un projet qui a été initié en 2015 et qui a été livré maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Donc il s'est passé du temps et on a profité de ce temps pour le remettre en question. On a effectué plein d'études, des études de marché de bureau, de résidentiel, de services, de retail. Mais c'est toujours très difficile de percevoir une demande parce qu'il n'y a pas d'offre comparative. Donc du coup, cette demande, elle est là, elle est latente. Le consommateur la demande, mais elle reste complètement invisible, elle passe sous les radars et c'est extrêmement difficile. Et donc, du coup, il reste une grande part de connaissances, de connaissance du marché, de connaissance du consommateur, des habitudes. Et je pense qu'il y a d'autres acteurs dans la salle et je vois Chèque en face qui est à travers, en lançant un centre commercial à Cosmos, on peut faire toutes les études de marché du monde. Quand c'est une offre qui n'existe pas sur le marché, que le consommateur ne connaît pas cette offre, comment on peut l'interroger et le savoir qu'il en a besoin? Donc effectivement, on est très heureux, c'est un succès et le consommateur, on l'a trouvé, que ce soit pour l'usage des bureaux avec toutes les entreprises qu'on a captées, que ce soit pour le retail au rez-de-chaussée où tous les jours au quotidien, encore ce midi, on a un food hall rempli, on a des commerces remplis. Donc c'est une grande réussite. Mais il n'empêche qu'il y avait une grande part d'incertitude et il y a une grosse part de pari, ce qui n'est pas du tout le cas de marchés très matures où on connaît le flux, on connaît les taux d'absorption, on connaît les trafics, on connaît la mobilité urbaine environnante et qu'est-ce qu'on peut aller chercher, capter, quelle zone de chalandise. Donc, il reste quand même une grosse part de pari dans tous nos projets. Et nous, on n'œuvre pas du tout sur la promotion immobilière, mais j'imagine que vous retrouvez cette part d'incertitude quand vous allez lancer un projet à Bingerville ou sur des zones plus éloignées. On sait qu'il y a cet élément urbain, mais jusqu'où on va capter, quelle clientèle on va capter dans ces zones-là, quel pouvoir d'achat, quel prix cible. C'est toujours très délicat. Et aujourd'hui, ce manque de data et de data officielle, donc chacun constitue un peu son portefeuille, ses chiffres, ses données, son expérience du terrain. On est là depuis plusieurs années. Et voilà, ça reste beaucoup un feeling et non pas forcément que des éléments factuels. Donc c'est un vrai point délicat. Et puis on a aussi également sur les enjeux et on retrouve aussi nous la même difficulté sur la chaîne de valeur de l'immobilier parce qu'en tant que foncière, on est à tous les stades du développement immobilier, que ça soit de l'initiation du projet, l'origination du terrain ou du projet, de ses études, sa conception, son modèle économique,
sa construction jusqu'à son exploitation, sa livraison. On intervient sur toute la chaîne de valeur. Et effectivement, on a souvent beaucoup de mal à trouver des acteurs sur des sujets très spécifiques, très pointus. On essaye de livrer aujourd'hui des ouvrages, pour rester sur l'exemple de l'ITC, qui répondent à des nouveaux enjeux, à des nouvelles demandes. On a capté des grandes entreprises internationales, quasiment toutes leaders dans leur secteur, que ce soit dans les cabinets d'audit et conseil, la banque, le transport maritime. On a vraiment beaucoup de grandes entreprises mondiales, internationales. Et aujourd'hui, elles ont des demandes précises, elles ont des recherches précises parce qu'ils ils ont les mêmes attentes et les mêmes besoins, où que soit leur bureau, que ce soit leur siège à Dubaï, en Chine, à Montréal, à Paris, à Londres. Ils ne veulent plus d'exception africaine où ils toléraient qu'ils pouvaient vivre dans un actif médiocre, avec peu d'accès, pas de mesures de sécurité. Ajouter à cela des mesures environnementales. Pour beaucoup d'entreprises, ils ont pris des engagements à 2025, 2030 d'être dans des bâtiments à faible émission, sur tout leur portefeuille d'actifs, sur toutes leurs occupations et tous leurs sites globalement et dans le monde. Et aujourd'hui, il y a peu d'offres qui répondent à ces demandes. Nous, on a fait le pari d'aller dans cette direction, et c'est une direction qu'on veut continuer, poursuivre, et dans nos prochains actifs de bureau, aller au-delà et encore plus loin. On est content de ce pari, ça a été une réussite, mais c'était un vrai challenge à développer parce qu'on n'avait pas les intervenants, les consultants, les bureaux d'études, les conseils pour nous accompagner sur ces besoins spécifiques. L'ensemble des bureaux d'études consultants, et on va chercher à chaque fois les gens spécialisés, experts dans leur secteur, on n'a fait appel à aucun cabinet ivoirien. On n'a pu trouver aucun qui avait ces compétences de manière très précise. Donc ça, c'est effectivement une vraie difficulté. C'est des coûts supplémentaires d'aller chercher des gens à l'air. Et puis, c'est quand même dommage de nous d'œuvrer sur un marché en Côte d'Ivoire et devoir faire appel à beaucoup de ressources extérieures sans qu'on puisse s'appuyer sur des experts ou une connaissance plus locale. Donc ça, c'est effectivement un gros challenge sur la chaîne de valeur, et qu'on retrouve même chez nous en interne, lorsqu'on veut recruter sur des services spécifiques. C'est très compliqué de trouver des gens qui ont une connaissance, de l'immobilier professionnel. Il n'y a pas de formation immobilière. Je parle sur le développement immobilier et sur les métiers qu'on peut retrouver dans une foncière comme la nôtre. Il n'y a pas de formation ou trop peu en Côte d'Ivoire, et même dans quasiment sur tout le continent, parce que même si on va chercher dans d'autres pays, il y a très peu d'écoles de formation immobilière. Donc, c'est toujours aller faire appel à des ressources à l'étranger. Et du coup, c'est plutôt un frein au développement. Et donc, du coup, je pense que ça fait partie des enjeux pour l'accélération de notre développement. Merci Thomas. Donc, je note qu'il ne reste plus que 10 minutes pour terminer cet échange. Donc, je vais passer... le MC, est-ce qu'il est là? Donc, à l'assistance, s'il y a des questions, nos panélistes se feront fort de répondre à vos préoccupations. Donc, alors, le temps que quelqu'un se manifeste, j'avais une question justement sur les questions environnementales, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie effectivement des préoccupations, même si nous sommes un pays en voie d'émergence. Il faut qu'on tienne compte de ces engagements-là. Et au niveau de Keidan, par exemple, comment vous traitez les questions de pollution, de déchets, comment c'est recyclé, les matériaux? Tout à l'heure, tu as dit effectivement que pour le gros œuvre, il y avait une offre locale au niveau des industries. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur l'usage des matériaux locaux qui prennent en compte les spécificités de notre climat, etc., comment on traite, comment on impacte moins notre environnement, comment on agit moins sur la destruction de notre couvert forestier, parce qu'on constate que Abidjan s'étend de façon horizontale. Comment on travaille sur ces questions-là? Comment vous intégrez ça dans votre stratégie de développement immobilier? Merci Kassoum. On a déjà eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Comme je le dis,
Pour le moment, nous, Keidan, on estime que nous exploitons une niche dans la promotion immobilière résidentielle, qui est une niche qui a le pouvoir d'achat entre 60 et 250, 300 millions. Sur cette niche-là, c'est déjà, enfin, on est déjà dans la classe moyenne. Donc les gens ils sont déjà assez sophistiqués. C'est des gens qui voyagent, qui sont habitués à un certain nombre de standards, ce qui nous oblige à beaucoup importer. J'ai parlé de la problématique d'industrialisation. Je pense que c'est une réflexion que nous allons avoir. L'utilisation et la réduction de produits venant de l'extérieur va nous être imposée lorsque nous allons commencer à attaquer, j'imagine, le vrai cœur de notre marché, qui est le logement social. Pour réduire les coûts dans le logement social, j'estime que nous devrons redoubler d'ingénierie pour pouvoir retrouver des matériaux locaux que nous allons pouvoir intégrer depuis la conception de nos produits jusqu'à leur livraison. Par contre, sur la niche là, que nous exploitons, comment est-ce que nous essayons d'être durables dans nos processus? Déjà, je tiens à préciser que sur nos sites, généralement, nous faisons des forages que nous utilisons pour les quantités d'eau que nous consommons pendant la phase de construction. On estime que en allant puiser dans la nappe, on recycle déjà une partie on est déjà dans l'effort du durable. Là, nous avons mené avec Total la réflexion, puisque nous avons créé, puisqu'il nous fallait nous déployer sur la chaîne de valeur, nous avons créé une société de gestion et qui a pouvoir de syndic, donc qui peut être une société de syndic des cités que nous mettons à disposition de nos clients. À travers donc ce syndic-là, nous avons voulu, sur les parties communes, dont nous sommes plus ou moins les gardiens quand la cité est livrée, sur tout ce qui est éclairage et tout ce qui est mécanisme qui utilise l'électricité, nous sommes en train de basculer sur du solaire. Et heureusement, nous avons trouvé un partenaire qui est Total Énergie, qui, en tant qu'industriel, met à disposition des produits qui collent à cela. Ça va se traduire pour nos acquéreurs ou pour ceux qui seront locataires dans nos cités, de pouvoir aborder les frais de gestion des parties communes de nos cités de façon beaucoup plus simple, parce que on a vu que c'était l'une des difficultés, l'un des ratés de notre historique dans la promotion immobilière. On a de belles résidences à la Riviera Golf notamment, où par moment les biens sont dans leur jus parce que la copropriété ne fonctionne pas correctement. Aujourd'hui, l'État a pris la mesure de la chose. Dans le dernier code d'urbanisme et de construction qui a été édifié, les choses sont prises en compte. Il faut désormais, nous, promoteurs, on a obligation de créer la copropriété de nos promotions et de pouvoir les faire vivre pendant les 2 premières années. Après, on est libre de pouvoir passer la main à des opérateurs dédiés ou de garder la main dessus. Donc, nous essayons d'agir à ce niveau-là. Mais comme je le dis, quand nous allons aborder le cœur du marché, je pense que ça va nous obliger à avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur comment est-ce que nous pourrons utiliser les matériaux locaux pour pouvoir faire baisser le coût de production. Parce que de toute façon, pour rendre ces maisons-là affordable ou compatibles au pouvoir d'achat de ces populations-là, nous serons obligés d'avoir ce type de réflexion. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Patrick, oui, un complément. Oui, alors nous, on a pris une orientation stratégique d'être dans une certification plutôt environnementale. C'est-à-dire que quand on s'engage dans ce genre de décision, il faut qu'on agisse dans un secteur normé. Donc la certification nous permet justement à tous les stades de la conception de se pencher sur les questions d'économie d'énergie, d'économie d'eau, comment retenir les eaux dans
dans nos cités pour réalimenter les nappes, comment assainir les cités, comment réutiliser et surtout comment réinviter la nature au sein de nos projets en ramenant de la végétation, en ramenant l'arbre dans la ville pour créer de l'ombre et essayer de diminuer les températures qui sont ressenties au niveau des maisons, comment réorienter les maisons en fonction de l'exposition solaire. On essaie de se limiter sur des pourcentages assez faibles. On est en dessous de 17% d'exposition au niveau des logements. Donc ça permet de ramener de l'ombre et de permettre justement à nos acquéreurs de ressentir un certain confort, mais également, in fine, avec la certification, ça nous permet d'aller sur d'autres produits disponibles, d'autres produits financiers qui sont disponibles dans le marché. Donc vous êtes sans savoir que, par exemple, Chèque a pu lever une obligation verte en certifiant Cosmos. Le fait de certifier, d'avoir une certification verte sur les programmes immobiliers résidentiels nous ouvre la porte à d'autres types de financement qui peuvent bénéficier à nos acquéreurs. Très bien. Une réaction dans la salle? Micro. Bonjour. Oui, justement, c'était pour réagir par rapport à votre réflexion sur l'échelle de valeur. Aujourd'hui, quand on est acteur du second œuvre, de la rénovation, que ce soit les cuisines, les portes, les dressings, on est victime de l'inertie d'un projet immobilier qui, normalement, doit être livré en 24 mois, mais va souvent être livré beaucoup plus tard que cela. Et si on travaille bien et qu'on a de la croissance, on se retrouve à devoir financer et notre activité et notre développement, mais aussi finalement l'inertie du projet immobilier. Et de notre côté, quand on essaye d'amener de la valeur ajoutée sur le marché, si on est trop cher, on nous dit vous êtes trop cher, on va acheter dehors, on va acheter derrière et on se débrouillera, que ce soit le carrelage ou la porte, on va se débrouiller, on va trouver le petit maçon qui le fait. Mais finalement, il n'y a rien qui est fait pour financer une PME qui est sur une voie de développement avec une réelle volonté, une réelle stratégie de poser des bases. Et aujourd'hui, quand on se développe en PME, j'ai l'impression qu'on est un petit peu finalement esclave des gros promoteurs, entre guillemets, qui eux ont le droit finalement de vous dire on vous paye plus tard, vous avez fait 10%, 15% de marge sur un projet, mais si vous êtes payé 3 ans plus tard, ça devient très très compliqué de travailler. Donc comment on peut faire ensemble justement pour que l'acteur du second œuvre se soit aussi sécurisé et puisse directement travailler dans les meilleures conditions? Peut-être je vais réagir. Alors, moi, je pense que c'est toujours le problème de la même problématique qu'on a évoquée de financement, de sortie des promoteurs, c'est-à-dire le financement des acquéreurs. C'est toujours cette problématique qui revient. Parce que quand vous faites une promotion et que vous avez 70% des acheteurs qui sont en cash, il peut y avoir des délais de paiement parce que la personne n'a pas un financement sûr et on ne peut pas mobiliser les fonds de l'acquéreur en séquestre. Donc, parfois, ça crée des perturbations sur le planning d'une opération. Et effectivement, ça a un impact sur toute la chaîne. Parce que quand on vous dit on vous paye plus tard, ce n'est pas parce que nous, on a été forcément payés, mais c'est qu'on essaie de gérer la plupart des partenaires sur la chaîne. Donc, l'idée vraiment de s'orienter vers une offre, plutôt un partenariat, parce que par exemple à Interbat, on a beaucoup travaillé avec les banques commerciales pour les convaincre d'aller dans un schéma en vente en état futur d'achèvement qui puisse nous garantir au moins 50% des acquéreurs sur le modèle de financement bancaire. Comme ça nous permet de faire de la croissance et justement d'éviter ce genre de déconvenues qu'on peut avoir. Et je vous rassure, je dis souvent à mes collaborateurs, les fournisseurs, il faut les traiter comme les clients. Parce que sans la chaîne de valeur, quelque part, le projet, il aura un impact. Donc, c'est complexe. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est complexe. Je ne sais pas si les autres
ont le même Je point de crois qu'il vue. y a Thomas qui voulait réagir sur un point concernant les questions environnementales. Alors nous, l'approche est différente et comme on développe des actifs qui restent dans notre portefeuille, et nous, il n'y a pas de cession envisagée, même à moyen et long terme, on se positionne différemment parce que pour répondre à l'exigence de nos clients, on est obligé d'être nous-mêmes exigeants avec les produits qu'on livre. Et donc, du coup, on est très vigilant à la qualité des matériaux, de l'usage. Et en plus, on sait qu'on va l'exploiter, l'utiliser, nous, pendant 5, 10, 15, 20 ans. Et au final, le coût d'investissement au coût de travaux pour nous représente qu'une faible partie du coût global que lorsqu'on intègre le coût de construction et la gestion, la maintenance et les réparations du bâtiment pendant 15-20 ans. Donc, de manière générale, on va plutôt nous prendre le parti de, à l'investissement, faire un effort sur l'achat des matériaux, sur l'achat des portes, non seulement pour respecter les normes en termes de coupe-feu, de garantie, de pérennité de l'ouvrage. Donc du coup, on essaye plutôt de se placer dans une chaîne de valeur virtueuse avec nos sous-traitants pour qu'eux-mêmes puissent fournir ce travail de qualité, parce que sinon, nous, on le ressent directement sur l'exploitation. Et après, du coup, c'est des frais supplémentaires, c'est des gestions de travaux chez nos locataires. Donc on essaie de prendre le contre-pied. Ok, très bien, merci. Je crois qu'on arrive au terme du temps qui nous a été imparti par les organisateurs. Donc, pour résumer, je dirais que les échanges ont porté sur 3 points essentiellement. Il y a eu le point concernant la réglementation, la régulation, et surtout le point sur la sécurisation du foncier, effectivement, qui est une problématique majeure aujourd'hui. Même le titre ultime qui est l'ACD aujourd'hui n'est pas une garantie. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est aussi à l'origine de la frilosité des banques en ce qui concerne les financements, les prises d'hypothèques. Il y a également le point sur la chaîne de valeur qui a besoin d'être adressée à tous les niveaux, aussi bien du côté du sourcing, de l'offre locale, de la formation de la main-d'œuvre, etc., qu'il faut adresser de manière justement à avoir un coût de non-qualité qui ne puisse pas impacter le coût d'accès du bien et également qui peut agir sur les questions de financement parce que le promoteur va forcément répercuter ses coûts de non-qualité sur les prix des ventes des biens et il va repartir vers le banquier. Donc la question du financement liée au fait que la chaîne de valeur n'est pas bien maîtrisée, donc renchérit le coût du crédit. Et donc, du coup, à la fin, on se retrouve avec des biens qui ne sont pas toujours à la portée du plus grand nombre des Ivoiriens. Donc, je pense que ces points-là méritent réflexion. Les panélistes ont partagé leur expérience. Les échanges peuvent continuer après en off. Il y a un livre blanc, je pense, que les organisateurs portent à la connaissance des éditeurs, des autorités. Donc, je pense que c'est des problématiques de l'heure. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à modérer ces échanges et je vous dis merci. Et je vais peut-être demander aux différents panélistes un dernier mot avant de lever la session. Patrice. Pour dire un dernier mot et pour rebondir sur cet événement, je trouve que ce type d'événement est déjà un premier début de réponse parce qu'il a plusieurs mérites. Il a déjà le mérite de faire rencontrer les acteurs de l'immobilier de la place et de pouvoir créer des synergies, des discussions et d'exprimer les problèmes. Et puis le fait qu'on exprime, nous, en tant qu'opérateurs ou mes collègues promoteurs, nos difficultés, je pense que c'est un début pour faire germer, peut-être chez des gens dans la salle, des idées, des axes à prendre de développement dans cette chaîne de valeur de l'immobilier. Et on voit aujourd'hui, il y a des nouveaux intervenants et certains sont dans cette salle qui viennent apporter leur pierre à l'édifice
et des gens qui n'étaient pas là il y a quelques années. Même sur le secteur de l'assurance, on voit SMA. C'est important. À chaque stade et à chaque étape d'un projet, on a besoin de cette chaîne de valeur. Et le fait de discuter avec un assureur qui connaît les problématiques du BTP ou d'autres intervenants qui connaissent nos problématiques de développement, c'est extrêmement important parce qu'une assurance voiture, c'est pas une assurance bâtiment. Et aujourd'hui, plein de grands assureurs ne maîtrisent pas forcément toutes nos problématiques, toutes nos difficultés. Donc voilà, moi je me réjouis de ce type d'événement. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs parce que je trouve que c'est déjà un début de réponse, le fait qu'on arrive à organiser ces Baby Mo Days et ces rencontres. Ouais, je partage l'avis de Thomas, clairement. Et bon, j'en profite pour féliciter Williams qui a eu l'initiative de Baby Mo Days. On sent dans les échanges un réel frémissement du secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Et je pense que les problématiques commencent à ressurgir de manière récurrente et certaines réflexions commencent à naître. On se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à régler ce problème, même quand on est concurrent. Et je pense que ça, c'est sain, parce qu'on a tous compris qu'en fait, l'enjeu, ce n'est pas ce qu'on va aller prendre dans l'année, mais ce qu'on va essayer comment on va essayer de se structurer pour aller chercher beaucoup plus de capitaux, pour attirer le capital dans le marché. Et là, vraiment, on commencera à réaliser des choses plus intéressantes et puis surtout à adresser le marché qui continue à croître en réalité. À ta suite, je vais remercier les initiateurs de Baby Mo Days. Moi, j'aime être pragmatique et donc je veux le dire. Hein. On pourra tous les ans se retrouver, partager nos réflexions, mais je pense que si nous voulons faire évoluer, si nous voulons léguer quelque chose de positif à ceux qui viendront prendre nos suites, il va falloir que dès la première semaine, le livre blanc qui va synthétiser l'ensemble des problématiques que nous avons eu à évoquer ici soit mis à disposition du public et que soit nous les intervenants ou les promoteurs, on puisse choisir 2 ou 3 thèmes clés dedans qui vont être nos challenges, on va s'atteler avec les autorités compétentes à résoudre avant le prochain Baby Mo Days. Parce que sinon, on va collectionner les livres blancs et après, on n'aura pas vraiment évolué. Donc, il faut vraiment qu'on soit maintenant dans la pratique. On devrait choisir 1 ou 2 thèmes et puis, dans l'action, pousser à ce que, avant la prochaine édition, que ces problématiques-là aient trouvé une solution. En le faisant, je pense qu'au bout de la 5e, 6e édition, on sera tous fiers de nous. Voilà. Merci infiniment, mesdames et messieurs. On ovationne très fort nos panélistes pour ces